Bon, il faut savoir qu'à l'époque, un émetteur, ça consommait, je dirais, relativement vis-à-vis à d'autres applications, énormément d'énergie. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça en consomme aussi, mais plus, je dirais, la proportion d'énergie consommée par l'émetteur vis-à-vis des ménages ou de l'industrie qui était dans le coin était X fois supérieure à ses besoins. Les réseaux électriques, à l'époque, ils étaient très très fragiles. Il y avait un orage, il y avait un arbre qui tombait dans une ligne d'alimentation et pouf, vous n'avez plus d'utilisation pendant des heures, voire des journées entières. Il y avait aussi la limitation de puissance du réseau électrique en soi, c'est-à-dire on ne pouvait pas allumer toutes les lampes, tous les postes en même temps. L'émetteur était aussi sur le même réseau, c'est-à-dire il a fallu combler ces périodes de forte consommation. Déjà, on ne pouvait plus effectivement charger le réseau encore plus avec l'émetteur, c'est-à-dire on a fixé des heures de pointe sur lesquelles on devait fonctionner d'une façon tout à fait autonome. C'est-à-dire on se coupait carrément du réseau public et on a dû produire l'énergie ici sur site avec des gros moteurs de bateau en remplacement du réseau électrique. Autre composante et aussi fait assez régulier, c'est-à-dire les grands orages de l'époque où il y avait effectivement déclenchement du réseau public. Voilà, le moteur intervenait en groupe de secours et quand moi j'ai commencé à travailler ici, les groupes tournaient encore plusieurs heures par journée pour les besoins des heures de pointe. Sinon, on aurait dû payer un tarif extrêmement cher et ces heures de pointe, on les comblait en faisant tourner ici les groupes électrogènes. Et c'est pas seulement nous qui l'ont fait, mais c'est aussi la grosse industrie qui, à l'époque, avait leur station thermique ou de production d'énergie pour combler effectivement à ce phénomène, comme des industries comme Goodyear, par exemple, où à l'époque, ça n'existe plus, c'est Monsanto, Ashtanar qui avait de très vastes centrales thermiques et électriques pour produire l'énergie en cas de rupture réseau. Ces perturbations n'ont rien à faire avec les installations en place. Et les perturbations dont vous faites mention, c'est effectivement le fameux effet Luxembourg. Et c'est un effet, effectivement, si on augmente de façon constante les puissances d'émission d'un émetteur grandes ondes, ou même en moyenne, il se peut qu'il y ait dans les couches supérieures de l'atmosphère ou de l'ionosphère des effets effectivement dus à de très forts champs en présence effectivement des antennes sur le sol, une transmodulation. Et cette transmodulation fait que l'utilisateur a une sorte de brouillage dans son poste de récepteur lui permettant vraiment, mais c'est vraiment mélangé, d'écouter les deux stations à la fois. Mais ça n'a rien à faire avec la qualité des installations au sol ou des antennes, mais c'est effectivement où on commence vraiment à rentrer dans des limites de l'ionosphère qui réfléchit d'une certaine façon les ondes à partir du sol. Et c'est là qu'on intervient dans une limitation de la puissance, je dirais, pratique pour ce type d'émetteur. Et c'est aussi cela qui a conduit effectivement pas d'augmenter encore plus les puissances parce qu'effectivement les effets brouilleurs ils étaient tellement denses qu'on s'est dit il faut arrêter. Et la limite pratique à l'époque c'était les 2000 kW. Mais ça c'est le fameux effet Luxembourg et il a été plus ou moins découvert par après par des processus effectivement dans l'ionosphère. On commençait vraiment à chauffer l'ionosphère.